Le 7 novembre 2001, Richard Middleton fit une découverte troublante. Sur un terrain vague, il trouva le corps nu d'une femme gisant parmi des herbes hautes. Il appela immédiatement le service d'urgence. La téléphoniste dépêcha une équipe d'enquêteurs sur le site. Des policiers de Columbus et des ambulanciers se rendirent sur place au sud du centre-ville. Sur les lieux mêmes, on déclara la victime morte. Les enquêteurs établirent un périmètre de sécurité autour de la zone et se mirent à la recherche d'indices. Ils espéraient reconstituer les événements qui avaient conduit à la mort de cette femme. Lors de l'examen de la scène du crime, les enquêteurs notèrent la position du corps de la victime. Elle gisait sur le dos, un bras au-dessus de sa tête. Son sous-vêtement avait été tiré vers le bas jusqu'aux chevilles. Mais les indices les plus troublants étaient les marques de lien sur son cou. On soupçonnait une strangulation. Les experts recueillirent quelques vêtements, notamment une chaussure de course noire et blanche près du cadavre. Malgré la découverte de ces indices, on ne disposait d'aucune piste solide. La route serait longue pour trouver le coupable. Ronald Jester fut le premier détective à arriver sur la scène du crime. On avait trouvé peu d'indices sur place. Il n'y avait aucune arme et rien non plus sur la personne avec qui la victime était, ni sur l'endroit d'où elle provenait. On n'a trouvé aucune pièce d'identité sur elle. Il nous était donc impossible de remonter en arrière jusqu'au dernier endroit où elle avait été. Il n'y avait aucun de ces éléments qui nous fournissent une piste et nous permettent de nous mettre à la recherche d'un suspect. Les enquêteurs rencontrèrent les résidents du quartier. Bon nombre d'entre eux avaient entendu des cris plus tôt, mais ils avaient cru qu'il s'agissait d'enfants qui jouaient. Personne n'avait vu quelqu'un ou quelque chose de suspect. Les techniciens photographièrent tout le secteur, de même que le corps. Ils prirent un soin particulier à protéger les mains de la victime, car des indices pouvaient s'être logés sous ses ongles. Le corps fut transporté au bureau du coroner de Franklin County. On prit des photos encore plus détaillées, particulièrement des blessures de la victime. Brad Lewis, le médecin légiste et coroner de Franklin County, pratiqua l'autopsie. Il remarqua les traces au cou de la victime. Après avoir analysé ses blessures, il put tirer des conclusions sur la cause de sa mort. On lui avait infligé des coups avec un objet contondant, partout sur le corps, les bras et les jambes. Elle avait été étranglée, ce qui avait provoqué sa mort. On recueillit des échantillons de tissu et de la matière qui se trouvaient sous les ongles de la victime. Des blessures importantes dans la région génitale indiquaient qu'elle avait été violée. L'équipe d'experts recueillit des fluides corporels dans l'espoir d'en tirer l'ADN de l'assaillant. Tous les indices furent mis sous scellé pour être analysés ultérieurement. On releva ensuite les empreintes digitales de la victime. La police les compara à celles de la base de données de l'Ohio et trouva de qui il s'agissait. La victime était Tina Baxter, âgée de 29 ans. Elle avait un dossier judiciaire pour des délits mineurs. La police apprit également qu'elle avait eu de nombreuses adresses différentes. Elle passait d'un endroit et d'un travail à l'autre. Au laboratoire judiciaire de Columbus, l'experte Amorina Clarkson analysa les indices recueillis lors de l'autopsie. Après avoir examiné les fluides corporels et les vêtements, elle analysa les taches trouvées sur les sous-vêtements de la victime à la recherche de sang et d'ADN. On a constaté la présence de sperme sur les échantillons après avoir appliqué un produit chimique qui entre en réaction avec le liquide séminal en devenant coloré. Puis on passe un autre test qui détecte une protéine que l'on ne trouve en grande quantité que dans le sperme. Ces analyses confirmèrent que la victime avait été violée et fournirent aux enquêteurs le code génétique de son assaillant. On ne disposait toutefois pas d'un suspect pour faire la comparaison des deux codes. Son identité était toujours inconnue. Afin de recueillir plus d'informations sur Tina, les détectives interrogèrent sa famille et ses amis, notamment son frère. Celui-ci déclara que Tina avait eu des problèmes dans le passé. Elle consommait de la drogue. Mais depuis quelque temps, elle tentait de reprendre une vie normale. Son frère ajouta qu'elle était une mère dévouée pour ses enfants. Il craignait toutefois qu'elle n'ait fait une rechute. Selon lui, il arrivait souvent à Tina dans le passé de consommer de grosses quantités de drogue et de disparaître pendant quelques jours. Il donna au détective le nom des bars qu'elle fréquentait. Si Tina avait fait une rechute, elle n'avait pas eu à aller bien loin pour satisfaire ses envies. Le détective se rendit au bar qu'elle fréquentait. Il montra sa photo aux clients qui la reconnurent, mais aucun d'entre eux ne l'avait vue le soir du meurtre. Les détectives se retrouvèrent dans une impasse et l'enquête cessa de progresser. Pour tenter de lui donner un second souffle, on forma une escouade spéciale qui analyserait toutes les informations recueillies jusque-là. Cette équipe se mit bientôt à émettre plusieurs hypothèses.
Forensic evidence at the scene. Marks on her legs looks like she put up some sort of a struggle and whoever took her clothes off of her had to fight with her to get her clothes Malheureusement, cela ne porta pas fruit. Rien ne semblait vouloir sortir l'enquête de l'impasse. On n'avait même pas trouvé de suspect. Mais cela devait bientôt changer. 11 jours après la découverte du corps de Tina, un ouvrier ramassait ses outils sur un chantier de construction au sud de Columbus lorsque quelque chose capta son attention dans les broussailles. En y regardant de plus près, il fut horrifié par ce qu'il découvrit. Il s'agissait du corps nu d'une femme gisant sur le sol. Des détectives furent dépêchés sur la scène. C'était un endroit qu'ils connaissaient déjà. Il ne se trouvait qu'à quelques 100 mètres de l'endroit où ils avaient recueilli le corps de Tina. Le détective William Gillette s'était rendu sur la scène en voiture. Jester et moi discutions des ressemblances entre les deux affaires après avoir entendu la description par les patrouilleurs. Il devint rapidement évident qu'il y avait des liens entre les deux cas. Comme Tina, la jeune femme avait été déshabillée et violée. Le détective Gillette examina l'ensemble de la scène du crime. On a remarqué que le corps de la victime était en mauvais état. On avait traîné le cadavre sur une bonne distance et elle semblait avoir lutté contre son assaillant. Les enquêteurs recueillirent les indices. Ils prirent tout ce qui semblait appartenir à la victime. Ses vêtements et sous-vêtements et ses chaussures de course qui se trouvaient près du corps. C'est alors que les enquêteurs remarquèrent un détail inhabituel. On pouvait distinctement voir la forme d'une main sur le bras de la victime. Peut-être cela fournirait-il des indices sur l'identité du meurtrier. Sur son bras droit, là où il y avait de nombreuses blessures, on pouvait nettement voir des empreintes de doigts sur sa peau. J'ai cru qu'il nous serait peut-être possible d'en tirer des empreintes digitales. Les techniciens en scène de crime prirent bien soin de ne pas déplacer le corps. S'ils parvenaient à prélever les empreintes, il faudrait qu'ils soient attentifs à ne pas les détruire. Pour conserver le corps en vue de ce genre d'analyse, ils évitèrent de le placer dans un sac. Ils devaient conserver le corps à une température de 21 degrés pour s'assurer du succès de l'opération. Si la température était inférieure à 21 degrés, la poudre n'adhérerait pas à la peau, ce qui rendrait la prise d'empreinte impossible. Tout portait à croire que le premier meurtre n'était pas un acte isolé. Les enquêteurs étaient aux prises avec deux crimes commis vraisemblablement par un seul individu. Et celui-ci semblait rôder dans le quartier. Il avait déjà trouvé sa deuxième victime. Les circonstances entourant la mort de la deuxième victime étaient étrangement identiques, sauf pour un détail. On a trouvé une pierre tachée de sang près de son corps. Elle semblait avoir été tuée d'un coup à la tête, plutôt qu'étranglée. Le détective Gillette continua à passer au peigne fin la deuxième scène de crime qui se trouvait à moins d'un terrain de football de celle où l'on avait trouvé le corps de Tina Baxter. Il aperçut alors sur le sol des traces de pneus très nettes qui s'éloignaient de la scène du crime. On pouvait voir ces traces de pneus récentes qui semblaient avoir été laissées là par un pick-up. Les techniciens judiciaires prirent des photos avant de mesurer ces traces. Mais en raison de la terre meuble, il leur fut impossible d'en faire des moulages. Au laboratoire judiciaire de Columbus, le corps fut autopsié. Les experts eurent recours aux techniques les plus récentes pour faire l'examen. La victime avait une blessure caractéristique qui épousait la forme d'une main sur le bras. Le médecin légiste examina cette blessure et en conclut qu'il y avait des traces évidentes de lutte. Il y avait de multiples éraflures et contusions sur ses bras, ses jambes et le reste de son corps. On a également noté à la nuque d'importantes blessures infligées avec un objet contondant. On photographia chacune des blessures en notant avec précision leur forme et leur emplacement sur le corps. Les experts se mirent ensuite à la recherche d'indices qu'on ne voit pas à l'œil nu sous un éclairage ordinaire. À l'aide d'une source de lumière spéciale, les experts se mirent au travail. Mais ils n'obtinrent pas le résultat escompté. Les techniciens de laboratoire eurent ensuite recours à une procédure complexe et qui ne réussit malheureusement que très rarement. Ils entendaient prélever les empreintes du meurtrier sur le corps de la victime. L'agent spécial Gary Wilgus supervisa l'opération. Les chances d'obtenir des empreintes à même un cadavre sont infimes. Il n'y a environ que 75 ou 80 cas au pays où cela a fonctionné. Pour prélever ces empreintes, les techniciens commencèrent par dresser une tente de plastique au-dessus du corps. Ils créaient ainsi une tente de fumigation de fortune. Ensuite, ils placèrent dans un réchaud un contenant rempli de cyanoacrylate, mieux connu sous le nom de supercolle.
À mesure que la colle chaufferait, des vapeurs s'en échapperaient. Ces vapeurs de supercolle adhèrent au corps et aux empreintes qui s'y trouvent. Ensuite, on prend de la poudre magnétique, une poudre spéciale qui nous sert à relever les empreintes, et on en saupoudre minutieusement le corps à la recherche de toute empreinte qui pourrait s'y trouver. Cette poudre est composée de petits filaments magnétiques qui adhèrent à la supercolle. Toute empreinte deviendra alors apparente. On applique ensuite un gel qui se solidifie en quelques minutes. Une fois sec, on retire le gel et avec lui l'empreinte. Les blessures sur le bras de la victime ne permirent pas de relever les empreintes, mais sur la jambe gauche, on découvrit un indice. Il s'agissait de l'empreinte d'une paume de main intacte. Malheureusement, les bases de données d'empreintes digitales ne contiennent pas les empreintes des paumes de main. Même si le meurtrier avait laissé cet indice derrière lui, les enquêteurs ne pouvaient toujours pas progresser. Les techniciens judiciaires poursuivirent leurs analyses. Ils relevèrent les empreintes des doigts de la victime après y avoir appliqué de l'encre. On put immédiatement l'identifier. Elle s'appelait Cathy Henderson. Tout comme la première victime, elle avait un casier judiciaire et était une consommatrice de drogue connue des autorités. Les détectives annoncèrent la mauvaise nouvelle à sa famille. And she is a victim of a homicide. Tell me exactly what happened that night. Ils interrogèrent la colocataire de Cathy et l'un de ses amis. Celui-ci déclara que le soir de la disparition de Henderson, les trois amis s'étaient promenés en voiture. Vers minuit, il avait laissé la colocataire de Cathy dans le centre-ville de Columbus. Quant à Cathy, elle avait demandé qu'il la dépose elle aussi, mais elle lui avait dit de l'attendre car elle reviendrait vite. Il déclara qu'il croyait qu'elle allait s'acheter de la drogue. Il l'avait attendue, mais en vain. En colère, il était rentré chez lui. C'était la dernière fois qu'on avait vu Cathy en vie. La nouvelle du meurtre de Cathy Henderson fit la manchette. La police savait que cette nouvelle créerait des remous au sein de la population de Columbus, mais espérait ainsi obtenir des informations sur les deux crimes. On n'eut pas à attendre bien longtemps avant qu'un témoin ne se manifeste. L'homme avait vu un pick-up de couleur foncée à l'aube sur le chantier de construction où l'on avait trouvé le corps d'Henderson. Il avait roulé à côté du véhicule dont les phares étaient allumés, mais n'avait vu personne à l'intérieur. Il n'avait repensé à cela qu'en lisant les articles à propos des meurtres. Il montra aux enquêteurs à quel endroit exactement le véhicule était garé. Les détectives se rendirent au chantier et y interrogèrent les ouvriers. Ceux-ci déclarèrent qu'il était plutôt rare qu'une voiture se trouve sur le chantier un dimanche. Ils ajoutèrent qu'aucun d'eux ne possédait de pick-up comme celui qui leur avait été décrit. Le temps commençait à manquer aux détectives. Ils n'avaient toujours pas identifié de suspect et la population de Columbus vivait dans la peur. Comme les deux victimes avaient été trouvées l'une près de l'autre, peut-être pourrait-on surveiller les lieux pour tenter d'arrêter le meurtrier avant qu'il ne tue une autre femme. La police organisa la surveillance des lieux entourant les scènes de crime. Si le suspect revenait, on serait prêt à l'accueillir. Le détective Russell Redman croyait que ce n'était qu'une question de temps avant que le tueur ne frappe à nouveau. Cela m'inquiétait au plus haut point. Le fait que ce tueur en série rôdait à Columbus et s'attaquait aux femmes me faisait peur. Et n'importe qui pouvait devenir sa prochaine victime. La police surveillait le chantier 24 heures par jour. Il fallait absolument arrêter le tueur avant qu'il ne passe de nouveau à l'acte. 4 jours seulement après le meurtre de Cathy Henderson, les pires craintes des enquêteurs s'avérèrent. Un travailleur du sud de la ville mettait des déchets dans une benne à ordures quand il aperçut une femme gisant au sol. Il appela la police sans tarder. Les détectives croyaient qu'il s'agissait là de la 3e victime du même prédateur. Les détectives se rendirent sur la scène du crime. La dernière victime était une jeune femme blanche. Elle se trouvait dans le même secteur que les 2 premières. Il semblait y avoir du sang autour de sa bouche et sur ses mains. Elle portait un chandail noir et un pantalon de jogging. Ses poches avaient été tournées à l'envers et sorties du pantalon. Ce que le détective Redman redoutait le plus s'était produit. Nous étions persuadés que cette scène de crime et cette victime d'homicide étaient reliées aux 2 autres. On identifia la victime. Elle s'appelait Beth Ellen Fisher. Elle avait un profil identique aux 2 autres femmes. Elle avait un casier judiciaire pour des délits mineurs, changeait régulièrement de travail et consommait de la drogue. Elle avait été étranglée et violée. Le mode d'opération du meurtrier était identique dans les 3 cas. Mais, contrairement aux 2 autres scènes de crime, la police eut un coup de chance inattendu.
Le détective Russell Redman remarqua des traces de pneus semblables à celles observées près du corps de Tina Baxter. Mais cette fois-ci, on pouvait nettement voir qu'un des pneus était sorti de sa jante. J'ai remarqué des marques de pneus dans un stationnement là où le sol était plus graveleux. La trace était inhabituelle et cela m'a pris quelques minutes pour me rendre compte que c'était la trace de la roue d'un véhicule qui roulait avec une crevaison. On suivit la trace. Celle-ci menait à un pick-up qui ne se trouvait qu'à 15 mètres du corps de la femme. Le pneu était sorti de la jante. Lorsque ce véhicule était arrivé sur la scène du crime, ce pneu était toutefois bien gonflé. Peu de temps après, il avait crevé et s'était défait de la jante, rendant la conduite du véhicule impossible. Le véhicule portait toujours une plaque d'immatriculation. Les enquêteurs photographièrent les traces de pneus et notèrent soigneusement la distance qu'avait parcouru le véhicule. Des recherches auprès de la Régie des transports permirent de découvrir que le pick-up appartenait à un homme du quartier qui était propriétaire d'une entreprise d'émondage. L'homme fut convoqué à un interrogatoire. Il déclara qu'il ignorait où se trouvait son pick-up. On informa que son véhicule avait été abandonné près de la scène d'un crime. Il répondit qu'il l'avait prêté à son employé, Christian Fuhrer. Celui-ci en avait besoin car son propre véhicule avait été remorqué à la fourrière. Le propriétaire consentit à une fouille de son pick-up. Les experts ne trouvèrent aucune preuve de la présence de Beth Ellen Fisher à bord. Le détective Redman convoqua ensuite Christian Fuhrer à un interrogatoire. Celui-ci était demeuré très calme et maître de ses émotions. Il déclara au détective que le soir du meurtre de Fisher, il avait rencontré deux femmes et qu'il avait fait une balade à bord de leur voiture. Elle l'avait ensuite déposé à un bar vers 4 heures du matin et il était rentré chez lui. Le détective Redman croyait qu'il pourrait facilement détruire cet alibi. Dès le début de cette enquête, nous savions que le véhicule se trouvait à seulement 15 mètres du corps. Et pourtant, Fuhrer niait s'être trouvé dans le secteur. On savait donc qu'il nous mentait. Les policiers surveillèrent le suspect pendant 24 heures. Pendant ce temps, une équipe d'experts judiciaires ratissa le chantier de construction à la recherche de quoi que ce soit qui indiquerait que Christian Fuhrer était impliqué dans les 3 meurtres. Mais leurs recherches furent vaines. C'est alors que la chance sourit aux détectives. Une femme vint les rencontrer. Elle connaissait les 3 victimes pour les avoir aidées à se débarrasser de leurs problèmes de drogue. Elle ajouta qu'elle disposait d'informations importantes à propos de la nuit du meurtre de Beth Ellen Fisher. Un homme lui avait dit que Beth Ellen lui devait $50. Cette dernière et lui étaient partis ensemble à bord d'un pick-up noir. Selon la femme, Beth Ellen l'appelait Woodman, l'homme des bois. On l'avait surnommé ainsi parce qu'il travaillait pour une entreprise d'émondage. Cela fournissait un motif raisonnable à la police pour obtenir un mandat de perquisition du véhicule de Christian Fuhrer. Comme celui-ci se trouvait déjà à la fourrière suite à des contraventions de stationnement impayées, les agents purent agir rapidement. Les experts judiciaires se rendirent sur place pour fouiller le véhicule. On prit des empreintes des pneus. Le détective Redman et son équipe voulaient absolument mettre le tueur en série derrière les barreaux. Au laboratoire judiciaire de Columbus, Heather Crack examina les empreintes de pneus photographiées sur la 2e scène de crime. Elle les compara ensuite à celles des pneus du véhicule de Fuhrer. J'ai pu conclure que les sculptures des pneus sur l'empreinte étaient identiques à celles d'un des pneus sur le véhicule du suspect. Suite à cette analyse, les enquêteurs croyaient pouvoir démontrer la présence des 2 véhicules que conduisait Fuhrer, le sien et celui de son patron, sur 2 scènes de crime. Ils devaient maintenant prouver la présence du suspect lui-même sur les lieux. Ils obtinrent un mandat de la Cour les autorisant à recueillir des échantillons de sang et de salive de Christian Fuhrer. Amorina Clarkson en examina l'ADN pour voir s'il était identique. Clarkson put confirmer ce que la police soupçonnait déjà. J'ai comparé l'échantillon de sperme recueilli sur le corps de la victime aux échantillons de sang de Christian Fuhrer et constaté que l'ADN était le même. Les enquêteurs corroborèrent cette conclusion avec les autres échantillons prélevés à même le corps de Kathy Anderson. Robin Ruggenbeck, un expert judiciaire du Bureau d'identification et d'enquête criminelle, compara ensuite l'empreinte de paume de main trouvée sur le corps de la 2e victime à celle de Fuhrer. J'ai relevé 12 ou 13 points identiques. Selon moi, c'était une identification sûre à 100%. 2 autres experts ont effectué la même analyse et sont arrivés à la même conclusion. Ces preuves démontraient non seulement que Fuhrer avait touché à cette femme, mais elles indiquaient également qu'il l'avait fait après qu'elle soit morte.
En effet, les empreintes sur le corps d'une personne toujours en vie disparaissent rapidement en raison de la transpiration et des mouvements de son corps. Fort de ces preuves, les détectives convoquèrent Fuhrer à un nouvel interrogatoire. Christian, we want to talk to you today about the 3 women that have been murdered in the south end of Columbus. Même s'ils lui montrèrent en détail les preuves dont il disposait, Fuhrer refusa de parler. Tracks from your tires on your truck. Malgré tout, les preuves étaient accablantes. I'm sorry, but I have no other choice but to charge you with the murder. Le 28 novembre 2001, la police arrêta Christian Fuhrer sous 3 chefs d'inculpation de meurtre. Grâce aux analyses criminalistiques, les enquêteurs sont parvenus à reconstituer les événements qui ont mené à la mort de Cathy Anderson. Fuhrer l'a sans doute attirée dans son pick-up en lui offrant de la drogue. Il s'est ensuite rendu avec elle sur le chantier de construction. Une fois sur place, il est devenu violent. Plus la jeune femme lui résistait, plus il était enragé. Il a saisi une pierre et l'a frappée jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. Pour s'éviter la peine de mort, Christian Fuhrer a fini par plaider coupable des 3 homicides. Il a été condamné à 3 peines de réclusion consécutives sans possibilité de libération conditionnelle.